et puis de modérer et d'avoir organisé cette session avec Carole. Donc cette présentation, on l'a faite avec le docteur Aren Veil, qui est dans l'assistance, qui est une de mes collègues et qui participe grandement à l'activité de reconstruction à Toulouse, au CHU, à Rangueil et aussi sur le site de l'Oncopole. Donc moi, je vais vous parler des innovations dans la prise en charge chirurgicale de la tumeur mammaire. Donc j'espère que ça va solliciter un certain engouement. Alors tout d'abord, je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêts. Alors, en année académie, je ne pouvais pas ne pas parler d'histoire. Et je crois que c'est important sur les grandes étapes de la chirurgie mammaire. Tout a débuté, je dirais, fin 19e, avec la théorie très mécaniste qui disait que le cancer, en fait, ça grignotait de part et d'autre de la tumeur. Ah, pardon. C'est bon, Ok. De part et d'autre de l'organe, et donc ça grignote, et d'où l'intervention d'Achtet, la mastectomie radicale élargie avec l'ablation du grand pectoral et du petit pectoral et les curages élargis avec les 3 niveaux de Berg. Puis finalement, on a commencé à avoir des doutes parce que sont apparues les récidives locales, les métastases, et finalement, cette théorie mécaniste avait été remise en compte. Et on a dit, peut-être qu'il faudrait être moins radical. Et c'est en 1948 qu'on a désescaladé et on a commencé à faire ce qu'on appelle l'intervention de Pathé, la mastectomie modifiée radicale, où on conserve le grand pectoral et par contre on résecte toujours le petit pectoral et on fait toujours le curage étendu, extensif avec les 3 niveaux de Berg. Puis 1972, on évolue. Les RMS, c'est-à-dire reconstruction mammaire secondaire, arrivent dans les années 60, et puis on désescalade et on réalise ce qu'on appelle l'intervention de Madden, qui est la mastectomie avec conservation du petit et du grand pectoral, c'est ce qu'on effectue actuellement, et puis le curage n'est plus qu'au niveau des niveaux 1 et 2 de Berg. Puis, on était toujours sur les mastectomies, et est apparu des évolutions thérapeutiques, et notamment la radiothérapie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie, et notamment la radiothérapie. Et donc 2 grandes études prospectives randomisées, 2 grands noms, c'est l'étude Milan et la NSABP B06 avec Fischer, qui a comparé d'un côté la mastectomie versus faire de la chirurgie conservatrice associée à de la radiothérapie. Ces 2 grandes études, elles ont montré quoi? Que en fait, en termes de récidive, il n'y avait pas plus de récidive en faisant le traitement conservateur et la radiothérapie. Donc, tous les chirurgiens ont dit pourquoi on continuerait à faire des mastectomies, on va se mettre à faire beaucoup de traitements conservateurs. Et donc, est apparu, malheureusement, ce qu'on appelle les séquelles esthétiques du traitement conservateur, notamment, et on peut le voir, j'ai le pointeur, alors je ne sais pas si on... Non. Ouais. Le pointeur, c'est là, mais il ne marche pas. Donc, notamment dans les cadrans inférieurs, c'est pas grave. Voilà, ok, j'utilise le trackpad. Donc notamment, on peut le voir dans les cadrans inférieurs, il y avait énormément de séquelles esthétiques. Donc, ça a posé des réflexions. Et puis, c'est fin du XXe siècle, donc c'est pas si vieux que ça, est apparu ce qu'on appelle l'oncoplastie, avec 2 grands noms, à la fois allemands avec... Audreich Werner, qui a débuté l'oncoplastie, et puis l'autre nom parisien, l'autre nom français, Krishnaklov, où ils ont commencé à montrer que l'utilisation des techniques de chirurgie plastique dans le même temps que le geste carcinologique était possible. Alors au début, ça a fait un certain tollé parce que c'était des chirurgies très larges. Et donc, les gens avaient peur que ça dissémine la tumeur. Puis en fait, pas du tout. Et au contraire, ça a montré un vrai bénéfice parce qu'on était vraiment en marge de sécurité avec des marges centimétriques et non plus millimétriques. Donc ça a été une vraie avancée innovante dans la prise en charge chirurgicale de la tumeur pour éviter les séquelles esthétiques. Donc, je vais vous montrer quelques techniques puisqu'on est sur les techniques chirurgicales, donc dans le traitement conservateur. Comment on décide? Quels sont les algorithmes décisionnels finalement de l'oncoplastie? Alors je vous ai remis, ça va dépendre de la localisation de la tumeur, du volume, de la ptose du sein, mais également du rapport de la tumeur par rapport à la peau. Juste pour rappel, le volume moyen en France dans le sein, c'est entre 200 et 350 ml, on va dire. Et surtout, l'oncoplastie, c'est éviter les cicatrices dans le V du décolleté. Donc voilà, alors je vais vous donner quelques exemples. Là, ce sont les tumeurs, pour les tumeurs périaréolaires, ce qu'on voit en haut,
à gauche, c'est double repérage par un fil harpon, donc un syndrome lésionnel, et on doit toujours enlever en monobloc, assez conséquent. Et cette voie, avec la double incision périaréolaire, montre un grand jour chirurgical et ensuite un grand remodelage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait de grands décollements cutano-glandulaires, mais à la fois aussi musculo-glandulaires, et on fait une rotation des deux lambeaux afin d'éviter le défect dû à la tumorectomie. Alors, les oncoplasties de cadran supérieur, il y a les techniques de round blocks, double incision périaréolaire, c'est ça. Également la technique en aile de chauve-souris qu'on appelle la technique de Batwin, lorsqu'on a une ptose qui est minime, ou en tout cas modérée, qui permet à la fois de corriger la ptose. Et puis les incisions en T, on verra ensuite, qui est l'équivalent d'une réduction mammaire à pédicule inférieure. Pour les cadrans inférieurs, donc là je vous ai mis différentes situations. Elles sont inférieures strictes ou inféro-internes, inféro-externes, avec des cicatrices qui peuvent être en J, en T, en V. Là, la zone jaune, ça représente vraiment les zones qu'on doit faire de décollement pour ensuite faire glisser les deux lambeaux pour éviter justement qu'il y ait ce défect. Dès lors qu'on a une ptose qui est sévère du sein, comme on peut voir ici, la seule finalement oncoplastie, ça reste celle du pédicule supérieur. Et si on avait une tumeur supérieure, du pédicule inférieur. Avec, soit on a un cancer bilatéral, soit on a d'un côté et une symétrisation du sein contralatéral afin d'avoir un résultat symétrique. Pour les cadrans internes, pareil, on peut, si on a une grande ptose, faire un pédicule inférieur ou supérieur, et puis une périaréolaire. Pour les cadrans externes, c'est l'intervention de Dufour-Montel, qui montre en fin d'intervention qu'en effet, il y a une asymétrie sur l'autre sein, mais à distance, après la fin des traitements, et on dit minimum au moins 4 à 6 mois après la fin de la radiothérapie, on peut réaliser la symétrisation contralatérale. Donc ça, c'est tout ce qui est oncoplastie, c'est pour vraiment éviter la séquelle du traitement conservateur lorsque on a un syndrome lésionnel qui est assez important. Alors, je suis passée assez rapidement parce que je voulais aussi parler de plusieurs choses, notamment ce qui est assez novateur actuellement, c'est le repérage préopératoire de la tumeur, en utilisant habituellement, ce que je vous ai montré notamment dans une des premières photos, c'était le repérage avec le fil harpon. Là, c'est la mise en place d'un petit clip à la fois sur la tumeur, mais on peut également le mettre dans le ganglion sentinelle. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les sociétés, j'en ai mis pour exemple 2 avec le localizer et le Maxide, mais ça permet de relarguer ces clips, notamment de pouvoir les garder pendant plusieurs mois lorsqu'on a de la chimiothérapie néoadjuvante, et puis en fonction de la réponse, d'opérer. Il y a une petite sonde électromagnétique au bloc qui permet de le détecter. Ça évite un geste invasif avec le harpon. Une autre innovation, et je ne pouvais pas parler je ne pouvais pas ne pas parler de radiothérapie en parlant du traitement loco-régional, c'est la radiothérapie péropératoire. Alors j'appelle ça le parcours de soins, le traitement en un jour. Alors pourquoi ? Parce que de plus en plus dans le traitement de la chirurgie conservatrice, on réalise souvent l'hospitalisation en ambulatoire, c'est 80 à 90% des chirurgies, mais on peut également réaliser ce qu'on appelle la radiothérapie partielle, péropératoire. Alors c'est en fait, on enlève la tumeur, il y a donc un défect, et on va placer un bras avec un applicateur, et ces boules, en fait, elles ont une taille différente en fonction de la taille de la tumorectomie, et ça va délivrer pendant 40-45 minutes de la radiothérapie. Et cette radiothérapie évitera les 3 à 5 semaines de radiothérapie externe qui sont habituelles lorsque on a un cancer du sein. Alors ça peut être soit dans le cadre d'essais cliniques, et c'est pour remplacer ce qu'on appelle le boost, notamment c'est Target B, ou alors en exclusif, et ça a été validé, cette technique, et les grandes études, elles sont essentiellement allemandes, et nous ce qu'on a retenu, c'est dès 50 ans, c'est les tumeurs T1N0, luminal A, infiltrantes, canalaires, localisées sans embol. Ça veut dire quoi ? Des tumeurs de moins de 2 cm, sans atteinte ganglionnaire, très hormonosensibles, sans maladie in situ diffuse, très localisées, c'est-à-dire de très bons pronostics. Et on sait que ça, versus la radiothérapie externe, les études allemandes avaient montré qu'il n'y avait pas plus de récidive. Donc ça évite notamment pour les gens qui habitent loin. Et nous, dans notre région Occitanie, on a des patients qui mettent 2 heures des fois pour venir se faire opérer pour la radiothérapie. C'est un vrai bénéfice. Alors, je ne pouvais pas, ne pas parler de l'innovation dans le traitement radical, notamment chirurgical, parce que ça me tient à cœur sur toutes les reconstructions. Juste un petit mot, en France, il existe encore 30% d'indications de mastectomie.
Ça fait environ 20 000 cas par an. Je rappelle que l'incidence du cancer, c'est 61 200 cas par an. Il y a une loi qui était passée le 5 mars 2019 au Sénat. Ils avaient adopté une proposition de loi qui vise à informer les patientes sur la reconstruction mammaire en cas de mastectomie. Il n'y a pas une obligation de reconstruire du chirurgien, mais d'information si les patientes le souhaitent. La seule contre-indication finalement à la reconstruction immédiate, c'est le sein inflammatoire. Et il y a une très belle étude qui est apparue en 2021 dans l'INCA, qui est une analyse en vie réelle sur les données NSSDS, sur 300 000 femmes, qui montre qu'actuellement, sur le territoire, seulement 28% des femmes se font reconstruire après mastectomie, que ce soit en immédiat ou en secondaire. Les données, on voit que c'est préférentiellement chez les femmes jeunes. Concernant la reconstruction immédiate, ça veut dire dans le même temps que la mastectomie, finalement, c'est quasi que 14% sur le territoire français, c'est peu. Alors les techniques chirurgicales, je vais vous donner des exemples, mais ça associe aussi les hétérologues avec les prothèses, les lambeaux, qu'ils soient pédiculés ou en microchirurgie. Et puis il y a toujours les gestes de retouche, de symétrisation qu'on fait. Alors la petite différence entre la secondaire et en immédiat, c'est quoi? C'est que là c'est secondaire, là c'est mastectomie et là c'est en reconstruction immédiate, c'est-à-dire qu'on va conserver l'étui cutané. Et puis, dans certains cas, on peut conserver la PAM. Et cette reconstruction mammaire, elle permet à la fois la reconstruction, évidemment, physique et psychique. Alors, attention, lorsqu'on est en reconstruction immédiate, le petit bémol, c'est que ça ne doit jamais retarder la mise en route des traitements adjuvants et gêner leur réalisation. Je crois que la vraie innovation, c'est que de plus en plus, on propose, je vous ai montré ce chiffre de 14%, mais dans les grands centres, enfin les gros centres, le taux est supérieur. Nous, par exemple, à l'Oncopole, on est quasi à 50 ou un peu plus % de reconstruction mammaire immédiate. Alors, je vous montre des exemples. Ça, c'est une prothèse avec reconstruction immédiate. Ça, c'est du préopératoire. Ça, c'est du post-opératoire. D'un côté, j'ai pu conserver la PAM, de l'autre, non. Et puis, là, c'est un tatouage et c'est une hémigreffe du mamelon contralatéral. C'est du rétropectoral. Là, je n'ai pas pu conserver la PAM. Il faut bien expliquer qu'en effet, des fois, il y a une asymétrie entre l'autre sein, mais à distance. Là, c'est un résultat à 1 an, avec la mastopexie contralatérale et réfection de la plaque aréolo-mamelonnaire. Et ça, c'est le résultat à 2 ans, avec une petite modification des cicatrices et la dermopigmentation de la greffe. D'autres résultats, nous on a eu une étude clinique qui s'appelait MAPAM, qui était l'étude, un PHRC sur la reconstruction mammaire immédiate et conservation de la PAM. Les inclusions ont été finies, on est en cours d'analyse. Là c'est une mastectomie RMI, conservation de la PAM, symétrisation avec mastopexie contralatérale. Ça c'est de la chirurgie prophylactique en préopératoire et en post-opératoire immédiat à 3 semaines. Avec des prothèses rétropectorales. Et puis, de plus en plus, on change les innovations, les techniques, et on fait de plus en plus de prothèses également prépectorales. Ça, c'est en préopératoire, ça, c'est en péropératoire, et ça, c'est en post-opératoire à 1 mois, avec des incisions que j'ai cachées dans le sillon sous-mammaire pour éviter toujours le V du décolleté. Là, elles sont plutôt placées en externe. Donc il y a ça, il y a aussi les lambeaux, ça c'est un exemple autologue, c'est-à-dire sans association avec la prothèse. On prélève le lambeau du grand dorsal, on fait une rotation, il est pédiculé, on vient le placer devant. C'est de la reconstruction immédiate, j'ai conservé l'étui cutané, je ne pouvais pas conserver la plaque aréolo-mamelonnaire, j'ai fait un patch cutané. Et puis là, je vais tatouer. Et à distance, finalement, on voit que les taches de la patiente ont pris le dessus, même sur la PAM. Donc il faut la retatouer. Ça, c'est un résultat à 2 ans en bas. Une fois qu'on fait de la reconstruction, même si ça ne concerne pas la tumeur mammaire à proprement parler, j'aime bien parler, c'est la dernière touche, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la réfection de la plaque aréolo-mamelonnaire. Il y a plein de techniques, là je vous montre celle que nous on utilise le plus, mais pour la plaque, il peut y avoir la greffe de peau qu'on prend en inguinale le plus souvent, ou la dermopigmentation qui sont des tatouages, et puis le mamelon, on peut le faire avec l'hémigreffe du mamelon contralatéral, ce que j'ai fait là. Ou on peut le faire avec c'est un hémimamelon aussi, et ça c'est par contre un lambeau local de type CV. On peut prendre aussi, il y en a qui le décrivent avec la pulpe au niveau de l'oreille, la pulpe de l'orteil, le lobe de l'oreille. Donc c'est autant de techniques différentes. Alors les perspectives, je vais clôturer là-dessus. Il y a plein d'innovations. Il y a une des dernières, c'est une étude française, ce sont les Lillois.
Et eux, ils placent une prothèse qui va se résorber en pré-pectoral et ils vont prélever un lambeau, alors soit l'intercostal, soit le latérothoracique, qu'ils vont placer dans cette prothèse. Et puis, ce lambeau graisseux va s'expandre. Et puis, petit à petit, cette prothèse, en fait, se résorbe. Donc, ils devaient lancer l'étude, là, en octobre-novembre. Donc en conclusion, cette prise en charge de la tumeur mammaire, comme j'ai montré avec tout l'historique, elle est de plus en plus personnalisée, elle se veut de plus en plus conservatrice, avec de moins en moins de séquelles esthétiques. Et puis malheureusement, quand on ne peut pas être conservateur, parce que la maladie ne le permet pas de l'être, on essaie d'innover de plus en plus en favorisant la reconstruction mammaire immédiate ou également associant des techniques en utilisant les dernières technologies. Je vous remercie. Merci, professeur Weiss, pour ce très bon exposé, très clair, qui va susciter, j'imagine, pas mal de questions, de discussions. Oui, Hubert Joannet. Bravo pour ce que vous faites, en fait, pas seulement la communication, mais pour ce que vous faites. En fait, vous êtes chirurgien gynéco. Votre spécialité, c'est gynéco. Oui, ma spécialité d'origine, c'est gynéco-obstétrique. Et donc, vous avez appris toutes les techniques de chirurgie plastique, sauf la microchirurgie, parce que j'ai pas. Si j'avais eu un peu plus de temps, si j'avais pas vraiment fait de l'universitaire, j'avais plus de temps, je me serais formée à la microchirurgie. Et donc, sinon, le reste, ça veut dire que c'est un cursus, ça prend du temps, parce que c'est pas de la chirurgie facile, la chirurgie plastique. Non. Alors après, on a en fait cette particularité, que ce soit l'Oncopole ou à Rangueil, d'avoir eu une proximité depuis des années, notamment avec Monsieur Hoff, à l'époque, un historique de notre service, qui était un service de chirurgie viscérale et gynécologique, la proximité avec les plasticiens. Et donc les plasticiens sont venus apprendre la cancéro avec nous. Et puis nous, on est également allés se former pour le lambeau de grand dorsal, pour le lipofilling, les prothèses. Et donc maintenant, en fait, nos oncoplasticiens, eux, traitent des fois du primo-traitement sans qu'il y ait de plastie particulière. Et puis nous, on réalise également... On est une équipe vraiment mixte de céno-plasticiens. Et vous êtes nombreux comme équipe comme ça en France, parce que vous disiez que c'est une minorité en fait de femmes qui sont prises en charge comme ça. Alors, les équipes mixtes, enfin, vous voyez. Alors après, il y a des services où ils font appel aux plasticiens et c'est à 4 mains. C'est aussi, voilà, ça c'est une autonomie, ça c'est chaque organisation. C'est vrai que nous, la nôtre, elle est particulière. Elle est assez, Les 28% seulement, comme vous avez dit, c'est une question d'organisation, finalement. Alors, pour prolonger la question. Il y a une question typiquement, avec l'étude enviréale d'âge, on voit bien que plus les personnes sont âgées, moins demandent, c'est vrai, de reconstruction. Même si on a fait une étude là, avec une thèse avec un interne qui a montré qu'en fait, ce sont des a priori de penser que le sujet âgé n'a pas accès à la reconstruction parce qu'en absence de comorbidité, en fait, ça se passe très bien. Et on reconstruit avec des lambeaux, avec des prothèses. On avait fait l'étude Jérémy, qu'on va bientôt publier, avec des grandes données. Après, c'est une question, en effet, sur le territoire de technicité. Alors après, il y a des DU d'oncoplastie. Et je sais qu'ils favorisent beaucoup, notamment les gens qui travaillent dans les CHG ou dans d'autres hôpitaux pour qu'il y ait une formation étalée sur le territoire et pour pouvoir proposer aux femmes, ou en tout cas cette reconstruction. Tout à l'heure, on parlait de maillage territorial. Ça pourrait être vrai également en matière de scénologie, en tout cas du cancer. Il faudrait, j'imagine, si on vous suit, qu'il y ait un minimum d'organisation d'équipe. Alors, soit qu'une équipe comme la vôtre soit capable de tout prendre en charge, à la fois l'aspect carcinologique et plastique, mais peut-être aussi dans d'autres cas, sur le territoire, des équipes constituées de scénologues, puisqu'on doit maintenant vous appeler comme ça, et de chirurgiens plasticiens. Ou alors est-ce que, pour le scénologue, il doit y avoir automatiquement une formation, une habilitation à réaliser la chirurgie? Comment voyez-vous les choses? Et c'est une question qui s'étend également... Pour l'oncoplastie, pour moi, le débat, il est clair. L'oncoplastie, ça doit faire partie de la formation de la chirurgie scénologique. Et après, je pense que sur des premiers niveaux de reconstruction, hors microchirurgie, oui, ça doit, à mon avis, faire partie de la formation. Est-ce que ces 28%, c'est un chiffre qui peut être comparé au nord de l'Europe, par exemple, où on sait qu'ils sont en général très avancés dans ce type d'organisation? Est-ce que les chiffres sont supérieurs? Vous avez peut-être ce type d'information? C'est une très bonne question. Je ne l'ai pas en tête. Alors, Catherine ou Carole, mais je crois que c'est quand même semblable. Hein. Ouais, on dépasse rarement les taux de 50%.
Dans les différentes études, on dépasse quand même rarement les taux de plus de 50 ou 60% de reconstruction, y compris, donc nous on avait fait une étude dans le service où on le propose systématiquement, toute patiente voit le plasticien avant la mastectomie, même si c'est une mastectomie ou derrière il y a de la radiothérapie, on sait qu'elle n'aura pas de reconstruction mammaire immédiate, elle voit le plasticien avant la chirurgie pour parler de la reconstruction secondaire, pour que jamais elle puisse dire j'ai manqué d'informations. Et même avec tout ça, on a quand même identifié au final 25% de patientes qui disent on m'a donné toutes les informations et je n'ai pas voulu de reconstruction. Donc ça veut dire qu'il y a une marge de progression et Charlotte a vraiment tout à fait raison d'insister là-dessus, mais que le but n'est pas d'avoir 100% de reconstruction. Le but est d'avoir 100% de patientes à qui on a proposé les choses, qui ont eu la possibilité, et l'élément aussi important, c'est de dire qu'il y a eu tout un effort pour qu'il n'y ait pas de reste à charge, parce que quand même dans une grande partie, il y a eu toute une époque où, notamment dans les centres de lutte, le problème c'est que il y avait pour les reconstructions secondaires, c'était un peu embouteillé pour la reconstruction secondaire. Donc les patientes allaient vers le privé et certaines disaient ma limite c'est cette difficulté-là. Donc le but c'est non seulement que toutes les patientes y aient accès sans reste à charge, et après elles peuvent aller dans le privé si c'est leur choix, mais en tout cas que que le côté financier ne soit pas une limite à la reconstruction. Et pourquoi c'est pas reconnu comme dans le cadre de l'affection longue durée ? Bien sûr. Donc c'est simplement des surcroîts d'honoraires en fonction de... Bien sûr, c'est pris en charge, bien sûr. Je vous demande de rendre le micro. Merci. J'avais deux petites questions. Une pour rebondir sur ce que dit Hubert Joannet. Est-ce que c'est ouvert que maintenant la chirurgie du sein aux chirurgiens gynécologiques ou les chirurgiens viscéraux ont encore une place dedans comme c'était dans le temps? Première. Et deuxième question, une question technique. Est-ce qu'il y a encore des reconstructions à partir de la paroi abdominale antérieure sur l'épigastrique? Parce que vous n'en avez pas parlé du tout. Et est-ce que ça se fait encore beaucoup? Oui, non? Alors la première question pour les chirurgiens viscéraux, je dirais que on est en fin de formation. C'était les DES de chirurgie généraux, les viscéraux qui certains le faisaient. Globalement, il en reste encore, donc des chirurgiens qui pratiquent la scénologie, mais globalement, maintenant, en tout cas sur le territoire français, ce qui est différent à l'étranger, ce sont des gynéco-obstétriciens. Voilà. Mais à l'étranger, on vous montrera, si vous voulez, les pratiques tout à l'heure. C'est l'objet du dernier ou avant-dernier topo. Oui. Et concernant c'est vrai, j'en ai pas parlé, le lambeau de grand droit. On l'a utilisé moi-même, mais j'en n'en fais plus du tout parce qu'il y a le DIEP. Je pense qu'il a vraiment remplacé le lambeau de grand droit. Finalement, il y avait après des éviscérations, on était obligé de mettre des plaques. Le DIEP avec la microchirurgie, finalement, a remplacé. C'est vrai, je ne lui ai pas parlé mais à un moment, il y avait une diapo. Voilà, clairement, c'est plus lui qui a remplacé. Donc, du coup, c'est de la microchirurgie, alors que le lambeau de grand droit, c'était un pédiculé. Et voilà, notre équipe de plastie, nous sommes coplasticiens qui le font. Et voilà, après, il faut des équipes entraînées. Eux, ils ont une expérience de plus de 15 ans, donc... Voilà, c'est... Professeur Merle qui voulait intervenir, pardon. Je voulais vous féliciter, vous remercier, madame, parce que vous m'avez mis au chômage. Ah. Dans les années 80-90, j'ai eu une activité dans la chirurgie du plexus brachial avec les plexopathies post-radiques, avec des ostéonécroses de clavicules, d'omoplates, de côtes, où il a fallu faire des exercices incroyables en microchirurgie, parce qu'il fallait faire des lambeaux libres pour couvrir toutes ces nécroses, avec des pédicules longs, et vous savez de quoi je parle quand je parle de cette microchirurgie avec des lambeaux libres qui viennent de loin. Et je dois dire que c'était une mutilation chez ces patientes qui a enfin disparu, et je vous remercie des progrès auxquels vous avez contribué. Merci pour ce commentaire. Oui, je vous en prie. Bonjour, Nathalie Bricou. Je voulais juste vous faire un tout petit commentaire psychologique, pour un chirurgien, une fois n'est pas coutume, sur l'acceptation de la reconstruction immédiate ou différée. Certaines patientes vont dire « Oui, je veux bien que vous m'enleviez le sein, je parle des mammectomies, si vous me le reconstruisez », et celle-là, il faut énormément s'en méfier. Et il y en a qui vont vous dire aussi « Je suis désolée, le cancer, ça me tombe sur la tête, je vais avoir de la chirurgie, je vais peut-être avoir de la radiothérapie, je vais peut-être avoir de la chimio, chaque étape en son temps. » Tout ça... Il faut dire que celles qui exigent
La reconstruction immédiate pour accepter la mammectomie, elle va avoir besoin d'une prise en charge psychologique que tout le monde ne fait pas, parce qu'il y a un certain nombre d'équipes qui sont surchargées, qui est beaucoup plus lourde que celle d'une reconstruction différée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais qu'il faut les écouter et bien répondre à leurs attentes et leur expliquer qu'elles vont partir au bloc avec un sein malade, mais en apparence normal, et qu'elles vont se réveiller avec quelque chose de totalement différent. Et si vous ne faites pas cette prise en charge, cet accompagnement par explication, ça prend du temps. Vous allez avoir des patientes déçues qui finalement vont mal vivre leur reconstruction immédiate. Je crois que Carole vous dirait pas le contraire. Ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors récemment, l'HS a mis en place une plateforme d'aide à la décision, à la reconstruction. Donc je vous invite, si vous voulez voir, ou qui peut aider justement les patients quand elles hésitent, et aussi le praticien sur des discussions partagées. Ça c'est récent cette année. Donc cette psycho-oncologie commence avant le premier acte opératoire. La discussion. Oui. Parce que... Non, nous sommes bien d'accord. On soigne une patiente, bah oui, mais c'est un peu oublié de temps en temps. C'est bonjour, allez prendre rendez-vous avec ma secrétaire. De temps en temps, on envoie des exemples. Et du coup, même si la reconstruction est réussie, eh ben, la patiente le vit mal. Et pour elle, elle va toujours avoir quelque chose qui ne va pas aller, un corps étranger, une cicatrice à laquelle elle ne s'attendait pas. Et c'est dommage. Non, mais c'est quelque chose qui est déjà démontré également dans d'autres domaines. Dans mon domaine, par exemple, les cystoplasties de remplacement ou non doivent être discutées en amont. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, qu'il y ait une dérivation en remplacement, la qualité de vie du patient est exactement la même 10 ans après, à condition qu'il ait participé activement à la décision opératoire. Et ce que vous dites est vrai dans votre domaine, mais également dans tous les domaines où une reconstruction ou non intervient. C'est vrai. Carole, un dernier commentaire peut-être ? Juste apporter quelques points sur les refus de reconstruction qu'on a évoqués tout à l'heure, puisqu'on n'est pas à 50%, on est plutôt entre 30 et 50% de reconstruction en France. Et lorsqu'on interroge ces femmes qui ne veulent pas, la première chose, c'est que la chirurgie va être longue. Est-ce que je vais pas avoir plus de comorbidité ? La deuxième chose, c'est que je vais avoir des interventions multiples, parce qu'on sait que la reconstruction ne sera pas terminée, même si on l'appelle immédiate. On va avoir des retouches, comme l'a montré Charlotte. Il y aura la plaque à reconstruire, etc. Un peu de lipofilling, etc. Au bout de 10-12 ans, peut-être qu'il faut changer la prothèse. Il y aura une asymétrie. Donc, elles partent dans un processus chirurgical très long, dans lequel elles ne veulent pas forcément rentrer. Et le troisième point qui m'a surpris dans l'enquête qu'on avait faite, c'est toutes ces femmes qui disaient « mais finalement, ma féminité ne passe pas par les seins ». Je peux avoir un joli regard, une belle peau, être bien, même si j'ai un sein en moins et une prothèse externe, je me sens féminine et j'ai pas besoin de passer par tous ces actes de chirurgie pour me sentir femme. Au niveau de l'enquête, ça nous avait un peu surpris, mais c'était quand même quelque chose qui ressortait réellement. Donc, comme dit tout le monde, la reconstruction, il faut la proposer, et après elle l'accepte ou elle ne l'accepte pas. Ce qui confirme que c'est, comme beaucoup de plus en plus de chirurgie carcinologique, d'ailleurs, très personnalisé. Au point de vue psychologique, comme on vient d'en parler, mais également au point de vue morphologique, au point de vue également des caractéristiques biologiques des tumeurs. C'est une chirurgie de plus en plus personnalisée en termes de compétences, et donc ça va dans le sens, vu le nombre, d'une médecine personnalisée, vu l'épidémiologie que vous avez, d'une spécialité à part entière. Et ce que souhaitent certaines patientes, c'est pas du tout de corps étranger, elles sont braquées là-dessus. Oui. Donc je veux des techniques naturelles, mais si je prends la graisse du ventre, nous on fait beaucoup de diep, en Alsace on est un peu, voilà, on va avoir une cicatrice additionnelle qui sera assez grande. Bien, une dernière question, Jean-Pierre Rosenbaum. Sur un plan général, l'aspect psychologique de prise en charge du patient est unanimement reconnu dans tous les services. En pratique, on s'aperçoit que dans les services, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Pourquoi ? Parce que les médecins sont débordés, sont très occupés, et n'ont pas le temps, effectivement, d'accomplir cette partie-là de leur travail. Alors, il y aurait peut-être une réflexion peut-être à se poser sur le temps médical passé, puisque on passe souvent, si on regarde la durée de temps passé, on passe certainement moins de temps en amont à justement prendre en charge ou expliquer à la patiente qu'en aval, si la patiente a des problèmes et revient vers le médecin. Donc si on fait ce calcul de temps passé, on s'aperçoit qu'on a tout intérêt vraiment, parce que toutes les équipes disent qu'il y a vraiment un intérêt très important dans la guérison du patient à avoir cet abord justement par rapport au patient, l'explication, la prise en charge. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est pas
vraiment très bien fait en pratique dans les services. Oui, on est en train de, justement, comme pour les chimiothérapies, il y a l'infirmière de la consultation d'annonce, on est en train de mettre en place une consultation d'annonce de reconstruction, avec l'infirmière qui va reprendre les différents points, à la fois pour qu'elle ait 2 fois un discours et en tout cas une discussion là-dessus. Ça paraît logique. Merci Charlotte, c'était très intéressant, et la présentation, et la discussion. Vas-y.